« 6 octobre 2019. Les petites franciscaines de Marie sont de retour dans leur ancien couvent, la Maison Mère, un bâtiment acquis par la ville en 2017. Nous avons vécu plus de 125 ans dans cette maison que nous aimons encore. Et nous sommes heureuses de nous y retrouver avec vous aujourd'hui. Nous sommes fiers de ce qu'elle devient. Maintenant, entre les mains de ceux et celles qui sont responsables de sa nouvelle vocation. La Maison Mère rassemble aujourd'hui une quinzaine d'organismes dont le profil répond aux axes de développement définis par l'OSBL créé par la Ville pour gérer la Maison Mère. Le maire de Baie-Saint-Paul, Jean Fortin, préside le conseil d'administration de la Maison Mère. On est de retour. Vous êtes de retour. Mais ce n'est pas un retour. Comme je dis, vous êtes toujours là. Et la question ne se pose même pas. Puis vous êtes un peu, beaucoup, toujours chez vous, ici. Hein? Nous, la maison, on l'a habitée, on y a été heureuse, elle a servi pour la mission. Elle était rendue trop grande pour nos besoins à nous et on se réjouit maintenant que ce sont d'autres personnes. Moi, chaque fois que je viens, que je vois des gens de toute génération à Mousse Café, dans les corridors, quand je viens des fois puis que les gens marchent sur le terrain, c'est la joie qui monte dans mon cœur parce que je me dis, elle est là pour la vie, elle est là pour les besoins de la communauté, la collectivité, donc on vit bien ça. Le maire Fortin fait un retour bien indiqué sur les raisons profondes à la base de la décision du conseil municipal d'acheter l'ensemble conventuel des franciscaines, une transaction de 800 000 $. On parle de suite des choses, finalement. Le milieu, la ville, au nom du milieu, a décidé de s'impliquer dans la poursuite de la vie de ce bâtiment-là puis de tout ce qu'il y a autour. On parle de patrimoine des fois, puis des fois, dans la tête, c'est gênant un peu de parler de patrimoine, parce que patrimoine, c'est quelque chose d'une autre époque. Mais c'est pas ça. Le patrimoine, maintenant, hein, on parle de patrimoine historique, de patrimoine sociologique. On parle de patrimoine vivant. Vous êtes toutes là, encore. Puis on est là. C'est du patrimoine vivant, du patrimoine qui s'actualise dans quelque chose. À proximité de la Maison Mère se trouve l'hôpital de Baie-Saint-Paul, inauguré en 2018. Il remplace celui que les petites franciscaines ont dirigé pendant des décennies. Tout comme vous, cet hiver, nous avons été témoins de la démolition de l'hôpital. Nous avons tenu à ce que les valeurs qui nous animaient continuent d'inspirer les gens qui fréquentent et qui travaillent actuellement dans le nouvel hôpital. Dans l'entrée principale, vous pouvez visionner des images, des phrases, des verbes d'action qui nous font vivre et que nous souhaitons partager encore, mais différemment. Depuis 1968, les petites franciscaines de Marie exercent leur activité missionnaire dans l'un des pays les moins développés au monde, selon les critères de l'ONU, Madagascar. Nous avons célébré en 2018 les 50 ans de notre présence à Madagascar. Nous dévoilons aujourd'hui, et j'invite Jeannette, habillée de son costume malgache, de nous dévoiler l'album Souvenir qui relate les grands moments de la célébration vécue sur l'île. Jeannette a été la première malgache à joindre les petites franciscaines de Marie il y a plus de 40 ans maintenant. Merci Jeannette d'être avec nous. En ce mois missionnaire extraordinaire,
nous avons cru propice de lancer notre campagne de financement pour soutenir la construction d'une école à Tiromandidi. C'est la 7e maison qu'on ouvre pas à Baie-Saint-Paul, mais à Madagascar. Et donc, dès qu'on est arrivé dans le quartier en 2015, les gens de la paroisse ont demandé si c'était possible qu'il y ait une école parce que leurs enfants ont à marcher 2 heures par jour. Donc, nos religieuses de là-bas nous en ont parlé. Après ma nomination, quand je suis allée à Madagascar, je suis allée rencontrer les gens, j'en ai reparlé avec nos sœurs là-bas. Et en regardant tous les aspects, on a comme décidé d'investir, de s'investir et que les gens du milieu aussi s'investissent avec nous. Comme congrégation, les Petites franciscaines de Marie versent 100 000 $ pour le projet et assument les frais administratifs. Grâce à déjà de généreux donateurs, nous avons 75 000 $ d'accumulés, donc nous sommes à 50 % de l'objectif. Il nous reste 175 000 à trouver. Tous les dons sont versés à 100 % pour le projet. Et moi, pour y être allée, vous savez, la richesse du pays de Madagascar, c'est les enfants qui sont en très grande quantité. L'éducation, c'est la base d'une société. C'est la base aussi pour qu'une société se développe. Donc, notre contribution pour permettre à des enfants, des nouvelles générations, d'apprendre à lire, à écrire, on sait que ça favorise le développement par les générations, par l'éducation. L'éducation est à la base. Donc, c'est pour ça qu'on a pris comme thème une école, ça change une vie, ça change un quartier et ça change un pays. Lors de sa visite récente à Madagascar, en septembre dernier, où était Jeannette d'ailleurs, le pape François a souligné l'importance de l'éducation pour le développement de ce pays, et je cite, « Chaque recoin de ces quartiers, chaque école ou dispensaire est un champ d'espérance qui réfute et fait taire toute fatalité. » Voilà, fin des discours. Les gens sont à présent conviés à parcourir le fameux parcours muséal de la Maison Mère. Nous profitons de l'occasion pour faire connaissance avec quelques sœurs et en apprendre davantage sur leur histoire et leurs valeurs. Première station, l'espace muséal, où sœur Simonette Ouellette nous explique les circonstances de l'arrivée des 4 premières franciscaines à Baie-Saint-Paul. Elles avaient fait route depuis Worcester, au Massachusetts. L'arrivée à Baie-Saint-Paul en 1891, ça marque les 4 premières fondatrices. Oui. Et c'est là qu'ils ont pris racine. Les sœurs répondaient à l'appel du curé de Baie-Saint-Paul, le curé Ambroise Martial Fafard, qui avait besoin d'elles pour faire fonctionner l'hospice qu'il avait acquis en novembre 1889. Hospice dont le bâtiment correspond aujourd'hui à 7 sections de la Maison Mère, celle-là même qui accueille l'espace muséal. Ils ont navigué sur le Saint-Laurent, ont costé à la fameuse cage, sont descendus dans la chaloupe pour la dernière partie du trajet. Ah oui. Vois-tu, là? Ils sont descendus là sur la cage, au milieu de... Parce qu'ils ne pouvaient pas accoster proche, là. Alors, au milieu du fleuve, on nous débarquait sur une cage au milieu du fleuve d'où nous n'apercevions la terre qu'à une assez grande distance. Nous étions à nous demander où on nous avait laissé si on n'était pas trompés. Tu sais, ils se posaient des questions, les autres là, ils partaient des États-Unis, puis ils s'en venaient à Baie, qu'ils n'avaient jamais entendu parler. Puis en plein milieu du fleuve, ils sont arrêtés. Et puis là, les messieurs, j'imagine que c'était pas des femmes, là, qui sont venus les chercher. Et embarquer dans ça, et puis ils voyaient la terre loin, hein, tu sais. Et c'était pas proche de la marée, hein, en tout cas. L'Hospice Sainte-Anne, qui deviendra officiellement Hôpital Sainte-Anne en 1936, connaîtra un développement important. Jusqu'aux années 50, il sera surtout connu pour accueillir et offrir des soins aux personnes déficientes intellectuellement. Nous rencontrons sœur Gisèle Fortier. Elle fut directrice de l'hôpital de Baie-Saint-Paul de 1965 à 1980. Quand je suis arrivée, moi, il y avait 1400 résidents. Et c'était des personnes, il y en avait, c'était des adultes, mais il y avait des enfants qui étaient handicapés. Il y en avait qui étaient déficients, mais il y en avait qui étaient sévèrement handicapés au plan physique. On a eu des cas avec le syndrome de Crouzon, ou des cas avec des hydrocéphalies. On avait différentes... Et c'était le seul endroit à Baie-Saint-Paul, ça venait
Ça pouvait venir de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick. On était spécialisés pour ça. Alors, ces personnes-là qui étaient multi-handicapées, bien c'est sûr qu'on ne les retournait pas. On leur donnait les soins appropriés. On s'occupait des malades mentaux. Aujourd'hui, on les appelle les différents, c'est plus joli. Mais on lit dans nos écritures qu'à Québec, Saint-Michel-Archange, on connaît ça. Alors, Saint-Michel-Archange, quand ils avaient un cas, une grosse tête ou bien une personne difforme, puis ils ne pouvaient pas, ils disaient, oh, on va les envoyer à Baie-Saint-Paul chez les petites brunes. Elles vont s'en occuper. Alors, nos sœurs, là, du tout début, là, qui ont travaillé avec ces différents-là, là, c'était quelque chose. À partir des années 50, l'hôpital offre des soins médicaux à la population locale de Charlevoix. C'est désormais un hôpital général. Ce qu'on avait comme obligation de la part du gouvernement, c'est que de transformer l'hôpital pour qu'il y ait une section de l'hôpital général. Dans ces conditions-là, la communauté trouvait ça difficile parce qu'à cause de la population puis le personnel adéquat pour faire un hôpital général. Alors, il a fallu faire un plan pour essayer d'arriver aux objectifs. Donc, il a fallu commencer par un programme de formation pour aider les résidents qui étaient aptes à aller vivre dans la société, à la réinsertion sociale. Puis on avait comme un défi, puis c'était le surintendant médical de l'époque qui a dit « On est en devoir de conscience de permettre à ces personnes de vivre dans la société. » Il y en a qui se sont même mariés, ils ont trouvé du travail. D'ailleurs, ils étaient préparés au travail. D'ailleurs, on a mis aussi les ateliers protégés en place pour la fabrication de bois, de différentes choses. À l'hôpital, oui. Pour moi, c'était une belle mission parce que avant d'entrer en communauté, j'aurais souhaité aller en pays de mission. Mon directeur spirituel, il dit, il y a des missions ici au Québec. Alors, dès 1945, j'ai commencé à travailler auprès de ces personnes-là. Et toute ma carrière, j'étais préoccupée par ces personnes-là. Comment vous vivez la retraite? J'ai pas fini ma retraite parce que je suis encore dans des gros dossiers. Ces enfants qu'on a aidés, il y a des avocats qui veulent en profiter un peu, puis ils font des requêtes à recours collectif. Alors, j'ai eu à subir ce dossier-là pendant 10 ans, une première fois, et là, ça recommence. Ils veulent de l'argent, c'est quoi? Oui, OK. Ils veulent des compensations. Le gouvernement a réglé le premier cas et pour les hôpitaux psychiatriques. Mais là, c'est les orphelinats qu'on veut aller chercher. Sous prétexte qu'il n'y avait pas les services appropriés. Nous voici à présent dans la chapelle de la Maison Mère, la chapelle du Sacré-Cœur. Elle fut inaugurée en 1904. Bénévoles et religieuses sont en train de préparer une louange à la création. À l'entrée de la chapelle, on trouve les portraits en bois des 11 mères fondatrices. Un étage plus bas se trouve un Christ souffrant, tout en bois, grand format, isolé entre deux sections de couloir. Je veux vous présenter un chef-d'œuvre d'une rare beauté, mais d'une haute qualité financièrement parlant.
Alors, c'est une œuvre des Bourgots de Saint-Jean-Port-Joli. Et quand ils n'ont jamais été reconnus par personne, c'était des petits jeunes pas intellectuels, ils n'étaient pas allés à l'école. Alors, ils ont appris ça d'eux-mêmes en gossant du bois, comme ils disaient. Alors, nous autres, on a ce chef-d'œuvre-là, de Médard en particulier, qui était le spécialiste des crucifix de Jésus, des visages de Jésus crucifié. Il avait été fait à Saint-Jean-Port-Joli pour nous. C'était une commande des Petites Franciscaines de Marie et il a été installé dans la chapelle de Roberval où on avait une maison de malades mentaux, un hôpital psychiatrique. Et quand cette maison-là a fermé, alors on a reçu cet immense trésor, mais où le placer? On n'avait pas d'autre place que dans le corridor où malheureusement, c'est pas tout le monde qui le regarde en passant. Soudain, Sœur Yvette me dirige en tant que caméraman. Et là, vous allez mettre votre caméra vers le côté. Elle veut me faire voir un subtil effet de la sculpture, mêlant optique et imaginaire. Et regardez son faciès. Et là, vous allez vous en venir, là, il est très, très, très souffrant. Et vous allez vous en venir de ce côté-là, l'autre côté complètement, et vous allez voir un Jésus paisible. À quelques pas de là se trouve une salle baptisée La Relique. On y trouve, outre quelques œuvres de broderie des franciscaines, les créations contemporaines de deux artistes. Marie-Renée Otis, ça servait des linges liturgiques des religieuses. Ça, là, c'est la base, c'est un linge liturgique de religieuses, et elle fait la broderie ailleurs. Alors, elle en a ici, elle en a là aussi. Alors, lui, il est parti des balustrades. Puis là, il va les disposer de sorte que il va les mettre comme ça, comme ça, comme ça, puis ça fait garde qu'est-ce qu'il fait avec ça, là. C'est incroyable, le montage de ça. C'est ça ici, la base du poteau des colonnes de la chapelle. Puis ils sont servis de ça pour faire un cadre. Je trouve ça très intéressant, c'est beau, c'est beau. Je veux vous montrer mon coup de cœur. Oui, venez avec moi. Le coup de cœur. Alors, c'est une chaise qui nous vient de... C'est le curé Fafard, il venait de l'Îlette-sur-Mer, de la Rive-Sud, là. Et ils étaient riches. Alors, cette chaise-là a été faite par une dame. Elle a remarqué que les fleurs, ce sont des petites perles montées sur des fils qui font les couleurs, les tons pour arriver à bâtir des fleurs. Imaginez-vous la patience montée sur des fils. Vos impressions sur la visite aujourd'hui? Mais c'est la première fois, mais je suis originaire de Baie-Saint-Paul, moi. Mais c'est magnifique. Je n'ai pas visité ça souvent. C'est vraiment récupérer des belles bâtisses là, qu'il ne faut pas laisser aller. Hein. C'est merveilleux. Et puis, on a trouvé ça très propre. Bien aimé, c'était parfait. Des belles rencontres, des beaux souvenirs, parce que j'ai travaillé pendant 9 ans ici. Tout était parfait. Moi, je faisais le ménage, puis j'étais préposée au bain aussi. Dans le temps des vacances, je remplaçais les employés qui étaient en congé. Dans le temps qu'il y avait des sœurs? Là. Oui, dans le temps qu'il y avait des sœurs, oui. Oui, c'est très, très bien. Puis moi, je suis venue souvent. Je venais à la messe tous les dimanches ici, depuis 10 ans. Et j'ai trouvé la chapelle, c'est encore très belle. Tout est propre, tout est, me paraît, à l'ordre. Partout. Puis on a connu les petites chambres des religieuses dans quoi ils dormaient le soir. Ça, je ne le connaissais pas. Mais là, la religieuse nous a tout expliqué. C'était pas grand. C'était tout petit. Mais il était bien quand même. Je pense que c'était à chaleur. Puis c'était leur vie. Hein? En tout cas, on a bien aimé la visite. On avait une religieuse qui nous a dirigés. Puis
Moi, je la connaissais un peu, la maison, mais là, je l'ai connue plus. Puis pour terminer, en un mot qui voudrait rassembler tout ce que vous ressentez en ce moment par rapport à tous ces beaux projets. La joie. La joie. La joie d'exister, la joie que, je dirais, de sentir que qui on est, ça donne du sens. Donc, c'est la joie, la simplicité, être là avec pour faire route, pour marcher. Les relations humaines, c'est ce qu'il y a de plus précieux, c'est ce qu'il y a de plus fragile. Puis je me dis, il faut apprendre à les cultiver. Et moi, j'apprends par la fragilité humaine. D'ailleurs, je disais, parce que vendredi, on célébrait la fête de Saint-François d'Assise, je remerciais le don de croire, donc remercier de croire en Dieu. Aussi remercier pour l'accueil de la fragilité. On est dans une culture où on veut évacuer la fragilité humaine, mais on est touché par notre corps, par la maladie, par le vieillissement. Et les personnes âgées ont été des ambassadeurs, ont été des gens qui ont construit notre société. Donc, dans cette fragilité-là, ils ont quelque chose aussi à nous dire, parce que dans la fragilité, on revient toujours à l'essentiel, qui est d'aimer l'autre inconditionnellement. Même si on voudrait vivre éternellement sur cette terre, c'est pas possible. Il faut s'assurer de passer le flambeau à de nouvelles générations qui puissent être porteuses des valeurs qui ont animé d'autres générations.